Eh bien, je vous retrouve actuellement à Port-le-Cat, dans le département de l'Aude, en présence de Jean-Louis Lagneau. Bonjour Jean-Louis, comment vas-tu? Je vais bien et bonjour, parce que tout dépend dans quel sens on le dit. Tout à fait. Oui, bonjour. 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 Ça va bien? La Ça va bien. forme, la La banane, forme, la banane, tout va bien? tout va bien. Une petite chansonnette, non? Plus tard, plus Plus tard, tard. plus tard. Alors, quelles sont tes actualités récentes en ufologie? Récente. Donc j'ai réalisé il y a quelques semaines une vidéo avec BTLV, avec Bob. C'était pour le symposium qui s'est produit au Garpan, au Canada, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Où il y a eu une petite réunion d'ufologues un peu internationaux où on a pu exprimer notre façon de voir les dernières révélations, entre parenthèses, le dernier rapport du Pentagone. Ensuite, vendredi dernier, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 14 ou le 15, je ne sais même plus, puisque je suis en vacances, moi je regarde pas les jours. Le 15. Ouais, nous sommes le 15, donc vendredi dernier, j'ai participé avec Patrice Javel à une radio de Bordeaux, ça s'appelle Radio O2. Nous avons réalisé donc une petite émission ensemble d'une heure qui sera diffusée donc le prochain vendredi et qui sera possible de voir sur internet le vendredi soir. Voilà, et depuis, bon, moi je suis en vacances donc depuis il n'y a pas eu grand chose à part maintenant notre petite interview ensemble. La mise à jour 2021, Voilà, puisque la dernière fois c'était en août 2020, tout à fait. l'interview. Comment se porte LDLN? Ben, LDLN actuellement se porte un peu mieux que ce qui s'était passé l'année dernière. On a eu quelques abonnements supplémentaires du fait de passer dans pas mal de différentes chaînes. Et malheureusement, on aurait pu accélérer un peu le mouvement des abonnements si il y avait possibilité de faire un peu plus de conférences. Bon, apparemment, ça a l'air de vouloir se relancer puisque on doit participer au mois de novembre, le 13 et 14 novembre, à un symposium aussi du côté de Montpellier avec OVNI Languedoc. Donc là, j'espère que ça attirera encore un peu de monde, mais globalement, LDLN se porte assez bien, ouais. Dans l'espoir qu'il n'y ait pas un autre confinement. Dans l'espoir qu'il n'y ait pas un autre confinement, ouais. Alors, entre-temps, tu as rejoint le CIPO, pourquoi? Bah, j'ai trouvé que l'idée générale de réunir un peu tous les acteurs de l'ufologie au sein d'une même entité et de pouvoir avoir enfin la même parole sur certains thèmes et avoir en plus une image de l'ufologie un peu plus resserrée, un peu plus amicale. J'ai trouvé l'idée globalement intéressante. Et de plus, je pense que si le CIPO continue à monter un peu en puissance, on aura la possibilité aussi d'avoir un peu plus de force au niveau des médias et d'être un peu mieux écouté peut-être. Peut-être. La lettre qui a été envoyée à Emmanuel Macron dernièrement, tu y as participé? Non, absolument pas. Je sais que cette lettre a été envoyée, elle a été traduite en anglais aussi, et elle a été traduite, je crois que c'est la semaine dernière, en allemand, mais je n'ai pas participé à la lettre et je ne sais pas s'il y a eu un retour du côté du gouvernement pour l'instant. Voilà, il faudrait qu'on voit avec le CIPO le retour éventuel. Et qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Bah, c'est une initiative parmi tant d'autres, elle a déjà été tentée il y a quelques années, je crois me rappeler. Euh, Bah, rien que le fait déjà d'attirer peut-être l'attention que l'ufologie en France est quelque chose de sérieux et qu'il existe des acteurs dans l'ufologie qui essaient de faire comprendre qu'on essaie d'avancer face au problème, au fait du phénomène, et essayer de comprendre ce qui se passe surtout. Je pense que le fait d'avoir écrit, si ça a été lu par les instances supérieures, comme on peut dire, je pense que quelque part, si on a pu attirer ne serait-ce qu'un tout petit peu leur attention sur le phénomène ou sur l'existence d'associations ou de personnes qui continuent à s'occuper du sujet, ça pourrait mettre un éclairage supplémentaire. Alors j'espère que réellement ça bougera à un moment ou à un autre. D'accord. Alors tout à l'heure, tu as parlé donc de l'événement organisé par le Garpan qui s'est déroulé dernièrement. Donc c'était de répondre au Pentagone, c'est bien ça? Bah,
C'était surtout Yann Vanney qui a organisé cet événement voulait surtout avoir le côté des ufologues, savoir exactement ce que les ufologues pensaient de ce rapport et qu'est-ce que globalement ça avait pu apporter à l'ufologie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu avoir. Alors, moi, le problème qu'il y a, c'est que c'était souvent en anglais, donc j'ai pas trop bien compris ce qui se racontait. J'ai réussi à choper quelques petites phrases par-ci par-là. Mais globalement, je pense que tous les gens qui ont pu suivre l'événement et qui ont pu comprendre surtout ce qui se disait, ont pu voir que les ufologues internationaux s'interrogeaient sur le pourquoi, du comment et jusqu'où on voulait aller par rapport à ce rapport et ce qu'il pouvait apporter de plus à l'ufologie et éventuellement pouvoir ouvrir l'esprit au niveau du grand public et des médias. Mmh. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et donc ma position et la position d'autres ufologues français, c'était de voir avec notre façon française ce que ce petit rapport pouvait avoir apporté et ce qu'éventuellement le prochain rapport qui doit apparaître dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, parce qu'on ne sait pas du tout, voir ce que éventuellement ce rapport supplémentaire allait pouvoir apporter à l'ufologie et faire avancer peut-être la compréhension du phénomène. Et surtout de faire comprendre au public et aux médias que malgré ce qu'avait pu dire le gouvernement américain, chinois ou russe, ou malgré ce qu'avaient pu dire les différentes armées, le phénomène est toujours étudié de façon sérieuse par toutes ces armées différentes. Et là, ça implique beaucoup de choses parce que ça implique le fait que éventuellement on nous a menti depuis des années et des années. Et ça, c'est super intéressant de pouvoir développer toute cette petite recherche et de savoir le pourquoi on en est arrivé là. Et sinon, l'organisation, comment le Garpan t'a contacté ? Alors, le Garpan, ça fait longtemps qu'on se connaît avec Yann depuis que j'ai repris LDLN. On est souvent en relation ensemble. Et je sais que ça faisait comme avec José Bouillon, qui a été aussi interrogé par le Garpan. Comme on a beaucoup de liens avec nos amis ufologues québécois et canadiens, je sais qu'il m'avait interrogé par internet. Il m'avait dit: est-ce que Jean-Louis, ça t'intéresse de participer à cet événement ? Et si oui, voilà, quelles sont les conditions sous lesquelles on peut participer à l'événement. Voilà. J'ai eu l'occasion de participer à un congrès donc international organisé par le Garpan en octobre 2018, il me semble, où je devais donc présenter une vidéo sur les ovnis et enfin mon étude. Et il y avait énormément de Québécois, bien sûr, de Français, de présents. Et c'était intéressant, mais il n'y avait pas eu forcément de suite à ça. Est-ce que tu penses que par rapport à l'événement où tu as participé, il va y avoir une suite ? En tout cas, moi, j'ai eu aucun retour. Aucun retour positif pour LDLN. J'ai eu aucune personne qui m'a contacté pour me dire qu'il serait intéressé de rejoindre LDLN ou être enquêteur ou même abonné. Voilà. Ce que je peux te dire, il n'y a pas eu de retour positif en tout cas du symposium. Alors, première question des EDF Notes, donc une question de Beja OVNI qui a une chaîne YouTube, qui fait aussi des vidéos en ufologie. Alors, par rapport à LDLN, combien de numéros garantissez-vous par année ? Alors, logiquement, on sort 5 numéros par an. Alors, c'est pas par année, c'est par abonnement. Si je prends un exemple quelconque, si vous êtes abonné à partir du 435, vous recevrez les 5 numéros suivants et au bout d'un moment, il y aura le réabonnement. Ça va dépendre surtout du fait que, comme moi, je continue à travailler, que j'ai un métier qui est un peu prenant, malgré le fait que je sois de temps en temps en vacances. J'arrive pas à faire suivre de manière régulière les sorties de LDLN. Donc, quoi qu'il arrive, la personne qui est abonnée recevra quand même ces 5 numéros. Peut-être avec beaucoup de décalage ou avec beaucoup de retard, mais et puis ça dépend aussi de ce que je reçois. Parfois, je suis en train de travailler sur la fin de la maquette de LDLN, et d'un seul coup, il y a un événement particulier qui se passe dans le monde. Et je considère qu'à partir de ce moment-là, il faut en parler dans ce numéro, parce qu'autrement ça ne sert à rien. Et donc j'efface des articles, je refais les articles plus intéressants, pas plus intéressants, mais plus dans l'actualité.
Et ce qui fait que je prends encore du retard. Et comme je suis tout seul à faire de la revue de A jusqu'à Z, jusqu'à l'envoyer, ça prend beaucoup de temps en plus de mon travail. Quand je serai à la retraite, ça ira beaucoup plus vite. Alors, question de BSCV Kezako. Le mois d'août a-t-il été fructueux en observation d'OVNI? Alors, du côté de LDLN, j'ai aucun témoignage. Je sais que j'ai beaucoup de contacts avec pas mal d'associations et pas mal d'ufologues indépendants. Et de leur côté aussi, il n'y a pas eu grand-chose au mois d'août et ça a l'air très très calme. Et ça fait quelques mois maintenant qu'on est dans le creux de la vague, comme on dit. Ce qui est tout à fait normal. En ufologie, on a eu beaucoup de périodes où c'était très creux. Et d'un seul coup, ça repart à la hausse, on ne sait pas pourquoi. Et souvent, quand le creux de la vague dure longtemps, et ça on peut faire une étude ufologique là-dessus, on peut faire une étude de cas, et souvent quand la période de creux est très 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 importante, on s'aperçoit qu'il y a des vagues qui apparaissent, tac tac, qui sont super importantes. Et j'espère que ça va être le cas, parce que franchement, ça serait super intéressant de revoir des 5 novembre, des jours, des années comme ça. Pour rester à peu près sur le même thème, là c'est pas une question des auditeurs, c'est une des miennes. Que j'ai posé d'ailleurs à Guy Coatanrock, que tu connais bien, de la Gazette de l'UFO. Comment était l'ufologie en temps de Covid? Difficilement appréciable. La difficulté, c'est que pendant toute cette période, on était quand même beaucoup restreint pour les déplacements. Ce qui fait que malheureusement, on a pu avoir des cas à étudier, mais toutes les personnes qui auraient pu faire les enquêtes de terrain n'avaient pas la possibilité de se déplacer. Ensuite, il y a eu le fait que lorsqu'on a pu se déplacer, tous les enquêteurs n'étaient pas vaccinés ou n'avaient pas l'envie de faire un test PCR ou antigénique. Et ça a créé encore des dissensions ou des problèmes par rapport à tout ça. Et j'espère que maintenant le Covid sera un peu plus oublié et qu'on n'aura pas une 5e, 6e, 7e vague et qu'on ne sera pas de nouveau confiné. Comme ça nous permettra peut-être de recontacter les gens qui ont pu nous faire des témoignages pendant toute cette période et pouvoir enfin les rencontrer. Mais ça a été très très compliqué, même pour tout le monde. Alors une question de Jenny, donc co-administratrice d'ODH-TV. Plusieurs personnes témoignent que parmi leurs premières lectures en ufologie, il y a LDLN. Qu'en penses-tu? Que j'en pense que du bien. Perso, moi, c'était pas LDLN, comme je t'ai parlé la première fois qu'on s'est vu là. Moi, c'était Jean-Claude Bourret. Beaucoup de gens ont lu beaucoup de Jean-Claude Bourret aussi. Que les gens aient pu lire du LDLN, après, c'est souvent le fait que soit le père ou la mère était abonné à LDLN. Puisque comme chacun le sait, ou ceux qui ne le savent pas vont le savoir maintenant, LDLN est une revue qu'on reçoit que sur abonnement. Donc ça n'existe pas ni en librairie, ni dans les grands centres hypermarchés. Et donc que le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui aient connu l'ufologie grâce à LDLN, c'est aussi notre but. C'est aussi notre but de faire connaître l'ufologie. Et j'espère que ça continuera longtemps comme ça. Question de JJVV, où envoyer un témoignage sérieux? Voilà, je vais me faire de la pub pour moi-même. Si vous avez des témoignages sérieux, alors vous avez LDLN. Alors pour savoir, c'est que LDLN, depuis février 58, on va dire même depuis les années 70 surtout, LDLN recueille tous les témoignages ufologiques. Alors il y a des milliers de cas dans les différentes revues de LDLN. Et le témoignage est vraiment pris au sérieux, il est contrôlé. On essaie au maximum, dans 90% des cas, de se déplacer pour rencontrer la personne parce qu'on souhaite aussi lui apporter des faits, lui apporter des connaissances supplémentaires et de vérifier ce qu'il réellement il a pu voir. Après, il existe d'autres associations qui sont très sérieuses. Alors, pour citer que elle, parce qu'on travaille beaucoup ensemble, il y a le MUFON avec qui on travaille beaucoup, et on se partage beaucoup d'informations. Mais surtout, moi je dis aux témoins que s'il souhaite que son témoignage soit pris au sérieux, dans un premier temps, contactez LDLN ou le MUFON. Et si vous le souhaitez, contactez une gendarmerie pour déposer votre témoignage qui partira au GEPAN. Mais ce qui est important à savoir, c'est que
votre information ou votre témoignage sera mieux traité par LDLN et le MUFON que traité par les gendarmes ou par le MUFON. Je vais m'expliquer. Souvent, lorsqu'on fait un témoignage ou qu'on a du matériel qu'on peut récupérer, je sais pas, qu'on a un doute sur un objet, qu'on a un doute sur une origine de ce qu'on a pu récolter en ayant vu quelque chose de particulier, en ayant rencontré quelque chose de particulier, cet objet ou cette chose que vous allez envoyer au GEPAN, vous n'en aurez plus jamais la trace. Alors que si vous déposez ça dans une association ufologique sérieuse, elle va s'engager à faire une recherche et vous pourrez toujours récupérer votre objet. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous envoyerez ça dans des officines un peu plus, on va dire, d'origine plus étatique. Voilà ce que je peux vous dire sur les lieux où vous pouvez envoyer votre témoignage. Est-ce que tu as déjà eu des cas de traces radar? Moi, non. Non, pas. Et tu en penses quoi des traces radar? J'en pense quoi? Bah, au moins, c'est physiquement, au moins, on a de la technologie qui est connue depuis les années 40, dans les années 40, ouais, les premiers radars, je pense. Ouais, ça va être ça. Et cette technologie, au moins, permet d'avoir au moins une trace physique et des données, avoir des données. Et il faudrait que on puisse avoir la confiance un peu plus des gens qui sont derrière ces radars et qu'on puisse un peu plus avoir de données qu'on puisse analyser nous-mêmes en tant qu'ufologues sans que ça passe directement, comme j'expliquais tout à l'heure, par le GEPAN ou par un autre groupe étatique qui va contrôler toutes ces informations et les garder pour elle. Alors que si on avait ces traces radars et qu'on pouvait les faire étudier par des ufologues compétents, amateurs, puisque nous sommes tous amateurs, on aurait peut-être une retombée du phénomène et une étude du phénomène qui serait beaucoup plus prise au sérieux. Mais là, malheureusement, ces données, on ne peut pas les récupérer pour l'instant. Dans les différents cas que tu as enquêtés, comment apparaît le phénomène? Toujours par surprise. Et là, le dernier gros cas que j'ai étudié, c'était un 5 novembre 90, que j'ai étudié du côté de la Picardie, là, chez deux témoins différents, qui étaient les deux frères, qui ont observé presque la même chose. Je sais que, par exemple, le premier témoin, le témoin principal, lui, il a été surpris par la vitesse à laquelle le phénomène a été apparu. Puisque quand il a levé la tête, au-dessus de lui, il avait une masse énorme qui apparu, comme si elle était apparue comme par magie. Et j'ai eu un autre cas d'une personne pareille qui sortait ses poubelles et qui regardait devant elle, il n'y avait absolument rien, et puis d'un seul coup, il y a un truc énorme qui est apparu dans le ciel. Et donc souvent, le phénomène agit comme si il voulait attirer votre attention propre et comme si il disparaissait par le même procédé. Et c'est assez étrange. Et comment le phénomène disparaît? Comme il est apparu, on sait pas trop. On sait pas trop la plupart du temps. Alors, il y a quelques témoins qui disent que le phénomène qui était gros diminue et puis disparaît sur place. Ou il y en a certains qui disent qu'il était là, qui était immobile, et d'un seul coup il prend une accélération terrible et il disparaît en un clin d'œil. Et c'est ce qui permet de se dire à nous, en tant qu'ufologues, qu'on est face à une technologie quand même très très en avance sur la nôtre, si on n'arrive pas à expliquer ce qui a pu être observé. Parmi tes enquêtes, est-ce que tu as remarqué un horaire? C'est par rapport aux heures. Ouais. Souvent, les observations se font tard le soir. Alors, est-ce que c'est dû au fait que les gens travaillent dans la journée, ne prennent pas le temps de lever les yeux vers le ciel? Ou est-ce que c'est dû par rapport à... je sais qu'il y a des études qui ont été faites dans LDLN qui démontrent que les cas nocturnes sont beaucoup beaucoup plus importants depuis quelques années, au moins depuis plus de 20 ans. Et que tout ce qui se passe en journée, on a très très peu de cas en fin de compte en journée
Et depuis que j'ai repris LDLN, donc ça fait bientôt 5 ans maintenant que j'ai repris LDLN, ça se confirme, hein, parce que tous les cas que j'ai, c'est à partir en soirée, à la tombée de la nuit ou la nuit. As-tu des cas de rencontres rapprochées du deuxième type dans tes enquêtes? Pas actuellement. Avec trace au sol. Non, pas actuellement. Moi, depuis que j'ai repris LDLN, non. Mais avant? Ah oui, avant, dans toutes les enquêtes qu'a pu réaliser Joël Ménard. Non, même dans ton ancien groupe. Dans mon ancien groupe, oui. Dans mon ancien groupe, quand j'étais au GEPI, on avait fait une étude à Marcilly, d'une trace au sol, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque d'ailleurs, et on n'a jamais réussi à avoir l'explication, parce qu'à cette époque-là, c'était le CEPRA qui avait fait l'enquête, et malgré que c'était M. Velasco qui s'était déplacé en Seine-et-Marne, et on n'a jamais eu le rapport complet expliquant ce qui s'était passé à ce niveau-là. C'était à Marcilly d'ailleurs, ça s'appelait, le patelin. Et on aurait bien aimé connaître les suites de l'événement. Alors, je sais que quand M. Velasco était présent sur la trace, la première chose qu'il nous avait raconté, c'est que c'était la foudre. Ouais, un impact de foudre, mais ça correspondait vraiment pas à un impact de foudre. Il y avait plein d'éléments qui allaient à l'encontre de ce que pouvait dire M. Velasco à l'époque. Et cette fameuse trace d'ailleurs, pour la petite histoire, souvent maintenant à Marcilly, ils font des petites... pendant les dates anniversaires, ils font des petits événements là, par rapport à ça. C'est bon à savoir. Par contre, pour en revenir au RR2, donc les rencontres du deuxième type, quand on regarde les passionnés, ou même un peu tout le monde, enfin, pratiquement tout le monde en ufologie, s'intéresse beaucoup plus au RR3 et RR4. Pourquoi les RR2 ne fascinent pas? Peut-être parce qu'on n'a pas les moyens, d'étudier le cas, peut-être. Et parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une trace au sol, il faut mettre des procédures très très dures afin de pas, comment on dit, pas salir l'endroit où on fait l'étude. Et il faut récolter des preuves, il faut faire un travail vraiment très très minutieux. Et après, il faut pouvoir faire analyser tout ça et toutes ces traces. Et le fait de faire analyser, on passe en laboratoire forcément. Et qui dit de passer en laboratoire dit financer encore cette recherche. Et je connais aucun groupe ufologique associatif qui a les moyens de faire ce genre de démarche. Et après, on voit avec les CROP, les crop circles par exemple, que des gens ont essayé de faire des études, ont essayé de mettre en place des procédés bien particuliers. Mais déjà, dans un premier temps, il faudrait que lorsque la trace est repérée, il faudrait être les premiers sur les lieux et pas avoir eu le passage de plein de personnes sur la trace et avoir eu une pollution par ces passages répétitifs. Et ça, c'est compliqué. Eh bien, nous allons revenir à présent sur LDLN que j'ai mis sur la table, donc la dernière édition, si tu veux bien. Oui, tout à fait. T'es qui, toi? Bah, t'es encore là, toi? Putain, il est chiant, lui, alors. Je suis encore là, ouais. C'est qui? C'est le programme ODHTV. Il est toujours là pour surveiller. D'accord. Alors, tu veux quoi, là? Il faut casser le classique. Alors Jean-Louis, petit monsieur qui était là, le programme de DHTV qui est jamais content quand il y a des vidéos, il est reparti là parce que il a pas dû préparer son texte pour te demander pour faire cette dissection de lumière dans la nuit, hein, une dissection. En plus c'est toi qui inaugure ce nouveau concept de vidéo bizarre, on va dire. Voilà. Alors déjà la page de couverture d'LDLN, c'est qui l'a fait? Ah. Donc depuis quelque temps, c'est Janice Charuot qui fait les couvertures de LDLN. Avant, si tu souhaites connaître qui faisait avant aussi. Oui, parce qu'il y a une grande histoire des couvertures de la revue. Donc actuellement, donc, comme je disais, c'est Janice Charuot du MUFON France qui fait les couvertures. Avant, c'était Alex Escobar
qui me faisait les couvertures. Pendant un certain temps, j'ai fait 2 couvertures de LDLN, moi aussi. Et il faut se rappeler que pendant les 26 années de l'ufologie de Joël Ménard, c'était Joël qui faisait ça, qui faisait les dessins, et qui mettait donc en couverture plusieurs cas différents, et qui dessinait sur la couverture les différents cas et les différents phénomènes qui pouvaient se produire un peu à droite à gauche. Voilà. Et j'ai cru comprendre que sous l'époque de Raymond Vellit, il n'y avait même pas de page. Il y avait marqué Lumière dans la nuit et c'est tout, quoi. Ouais, tout à fait. Et même avant l'époque en février 58, LDLN sortait sous le format un peu comme un journal. Alors bon, je lis que dessus, il y a marqué mai, juin, juillet. Est-ce que tu as, parce que LDLN, ça marche toujours tous les 3 mois hein? Non, comme je te disais il y a quelque temps dans une autre interview, j'ai beaucoup de difficultés. D'ailleurs, de toute façon, LDLN a toujours sorti avec beaucoup de difficultés de tenir les sorties en temps et en heure. Et on essaie toujours de rattraper le temps perdu. Donc logiquement, c'est 5 numéros par an. Donc ça devrait faire tous les 2 mois et demi à peu près. Mais là, il est sorti mai, juin, juillet. Et prochainement, il sortira août, septembre, octobre pour essayer de rattraper un peu le retard. Et peut-être qu'il y aura novembre-décembre il y aura novembre tout seul et décembre tout seul pour essayer de faire les 5 numéros par an. D'accord. Donc on va ouvrir ton manuscrit. Alors, là, sur ces 2 pages, donc là, c'est un sommaire assez particulier. D'autres magazines, les sommaires sont pas comme ça. Qui a eu l'idée de la mise en page? Comme ça, les colonnes. La mise en page, là, c'est moi qui l'a fait actuellement. Alors, j'essaie de trouver une meilleure présentation parce que c'est vrai que ça fait un peu classique. Et je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me demandent à ce qu'on essaie de retravailler un peu la maquette. D'ailleurs, si quelqu'un parmi les EDH Notes touche un peu dans ce domaine, leur avis ou leurs propositions seront les bienvenus. Voilà. Sachant que pour l'instant, j'en suis à ce genre de modèle et que j'essaie de voir ce qu'il se fait actuellement dans la presse. Mais c'est assez compliqué parce que moi je travaille sur Word, donc Word est assez limité et il faudrait que j'ai un peu d'argent pour pouvoir acheter un logiciel de conception, et ça coûte une certaine fortune. Voilà. Tu fais des éditos dans les LDLN? Alors dans celui-là, il n'y en a pas, d'ailleurs c'est un manque. Dans le prochain qui sera le 445, j'ai réalisé un petit édito, ouais. Et je vais essayer de m'y tenir après. D'accord, les éditos, c'est en fonction de l'actualité de LDLN ou de l'ufologie? De l'ufologie. Là, le prochain, il va parler, l'édito, forcément, il parlera du rapport du Pentagone et de la conception que j'ai de ce rapport. D'accord. On continue, tu as d'autres choses à dire par rapport à ces pages? Alors j'avance. Je vais encore avancer. Alors on va passer maintenant aux pages de cas. Les cas que tu reçois par rapport à LDLN, ce sont des recueils ou des enquêtes? Alors, il y a les deux. Là, on a sous les yeux donc un rapport d'enquête d'une personne qui s'appelle JM, parce qu'il n'aime pas se faire... voilà, quand on parlait de l'ego, lui, il tient pas du tout à ce qu'on sache qui il est. Bon, moi, je sais qui c'est, mais lui, il souhaite être très discret. Donc, lui, il fait beaucoup d'enquêtes de terrain. Ça lui permet en plus, du fait de pas connaître son nom, à part les gens qui le connaissent bien, de pas remonter éventuellement jusqu'à la personne qui a pu faire le témoignage. Et j'ai beaucoup de rapports d'enquête de terrain, et j'ai très peu de cas où on parle d'autre chose que les enquêtes. Bien qu'on va essayer de faire maintenant du 50-50, parce qu'il y a tellement de choses qui se produisent et tellement d'articles qui arrivent maintenant au niveau de la revue, des articles internationaux, que maintenant il y aura beaucoup d'articles réalisés par des ufologues étrangers. Mais avant, dans les anciens LDLN, je me rappelle, il y avait énormément de témoignages provenant des Alpes-Maritimes, du col de Vence d'ailleurs, où d'ailleurs je t'ai retrouvé dedans dans un ancien LDLN, il y a marqué Jean-Louis et Johnny
son parent veillait et observe. Il y avait un compte rendu assez long, très intéressant, même sur des cas qui ne sont pas dans les bases de données du net. Parce qu'il faut peut-être rappeler ceci aux auditeurs et auditrices, c'est que tout n'est pas sur Internet. Quand vous avez une base de données, je pense d'ailleurs à Base OVNI France, que je consulte souvent, le site de Luc Chastan, il n'y a pas tous les cas. Même s'il y a déjà énormément de données dedans, tout n'est pas dessus. Et puis dans LDLN, c'est une base de données papier, mais avec énormément de cas. Voilà. Tout à fait. Et comme on en parlait je crois qu'il y a un an, on en parlait de ça. Que tout ce qui est marqué dans LDLN, c'est du papier et forcément ça restera dans le temps. Alors que le format informatique, on n'est pas sûr d'avoir d'ici quelques années le même format et avoir la possibilité de voir ce qui s'est passé dans le temps. Ouais, comme tu disais, l'ufologie est éphémère sur Internet. C'est ça. Donc là, c'était donc les témoignages, les recueils, les enquêtes. Juste avant, c'est une interview qu'il y a dans les premières pages. Dans les premières pages, là, comme tu as pu voir. C'est-à-dire, comment est l'architecture d'LDLN en général? Est-ce que c'est chaque fois pareil ou... C'est justement le problème, c'est que je suis un peu, on va dire le mot, je suis un peu bordélique là-dessus. Et ce qu'il faudrait justement, c'est, comme je disais tout à l'heure, il faudrait qu'on ait vraiment quelqu'un qui puisse me donner une trame et que je puisse avoir une maquette qui soit toujours la même. Avec vraiment, par exemple, on trouve à telle page le sommaire, à telle page les enquêtes, à telle page les actualités, tu vois, comme font la plupart des revues maintenant modernes. Donc il va falloir que je m'y mette. Je travaille encore un peu à l'ancienne, comme faisait LDLN un peu dans le temps, où on trouvait un peu dans toutes les pages un peu mélanger les choses. Et je sais que maintenant il y a beaucoup de lecteurs qui aiment bien retrouver toujours les mêmes choses, retrouver un peu la même architecture dans les revues. Tu as des cas donc qui viennent de France, tu as l'ufologie française, mais d'après ce que j'ai vu dans l'interview, c'est l'ufologie roumaine. Oui, il y a l'ufologie roumaine, il y a d'Angleterre, d'Argentine, un peu partout dans le monde, puisque maintenant j'ai la chance, par le fait, parce qu'Internet c'est quand même des bons côtés, d'avoir pu contacter des ufologues étrangers. Et j'ai aussi cette chance que depuis quelques temps maintenant, ça fait peut-être 2 ans, je crois, je travaille beaucoup avec Jean Librero, et Jean Librero qui est donc mon responsable com, en fin de compte, de la revue maintenant, est beaucoup actif de ce côté-là, et il contacte beaucoup de gens à l'étranger, beaucoup d'auteurs, et on a beaucoup de retours. Donc c'est super intéressant, et c'est pas fini. D'ailleurs ici c'est un livre qu'a traduit Jean Librero, qui est sorti dernièrement, oui. D'ailleurs je l'ai pas, je recevrai peut-être un de ces 4. Qu'est-ce que tu penses du fait que Jean traduit autant de livres? Est-ce que c'est bien pour l'ufologie française? Moi je trouve que c'est très bien, parce qu'en fin de compte on découvre beaucoup d'auteurs qui étaient méconnus même par les ufologues de longue date. Malcolm Robinson par exemple, c'est une personne que je connaissais pas. Et Jean nous fait découvrir des gens très intéressants et beaucoup de cas qui sont bien documentés. Et par exemple, il y a eu quelques bouquins réalisés par Flying Disc France, des traductions donc en Roumanie, on a eu au Brésil, plein de choses comme ça. Pascal Goula, qui continue d'ailleurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Flying Disc France travaille aussi avec Philip Mantle en Angleterre, qui a beaucoup de relations avec des ufologues étrangers et beaucoup de relations pour pouvoir justement faire la traduction de livres. Donc. Alors, on va parler de quelqu'un qui a une chaîne YouTube qui s'appelle EBE-TV, José Bouillon. Depuis quand collabores-tu avec cet ufologue ? Ça va faire 3 ans, je pense. Alors, José peut-être me dira le contraire, je sais pas. Ouais, je crois que ça fait 3 ans qu'on collabore ensemble avec José, de manière plus ou moins suivie. Après, c'est un peu de ma faute de temps en temps, parce que j'ai un peu de mal à faire le lien, à suivre tout le monde actuellement. Après, voilà, José, je sais que dans ce numéro, par exemple, le 444, il nous a réalisé 2 articles différents, avec 2 personnalités différentes, dont Philippe Kinsella. Voilà. Et donc très bon travail aussi avec José.
Après, il parle de choses, de l'ufologie particulière, d'une ufologie particulière. Mais le travail de LDN, justement, c'est d'apporter la connaissance auprès des ufologues ou auprès des gens qui s'intéressent à l'ufologie, qu'il y a différentes histoires dans l'ufologie et puis il y a différents courants ufologiques. Et ça, c'est super important. Et je sais que là, dans les prochains numéros, ça sera beaucoup mieux. Oui. Dans les prochains numéros, on va continuer à parler de phénomènes ou de courants ufologiques un peu particuliers. Et ça, c'est de l'information. Ouais, d'ailleurs, José Bouillon est aussi, on va dire, collègue par rapport à la radio, la zone insolite, parce qu'il anime des fois, enfin, il est l'invité des émissions de l'AQ, à l'Association québécoise d'ufologie, et il participe aussi à la radio La Zone Insolite, tout comme Jenny et moi avec Enquête de terrain. D'accord. D'ailleurs, bah tiens, que j'y pense, bah non, je peux pas, je parle de ça, je switch. Ouais, bah je peux te la poser. Penses-tu que l'ufologie en France est en quête de terrain? En quête de terrain. Dans le sens où on se cherche encore un peu. C'est ça. Ouais. Moi, je pense que oui. On est toujours en train de se chercher, en train d'essayer de trouver de quelle manière on peut parler le mieux de l'ufologie et de quelle manière on peut le réaliser. Et on a encore très peu de personnes qui prennent le courage de faire des chaînes UFO ou de faire des web radios ou de faire des web TV. Et contrairement à tout ce qui peut se passer à l'étranger, de même qu'on n'a pas de chaîne même de télévision ou une personne de acteur de la télé qui ait le courage de faire des émissions vraiment spécialisées dans ce domaine, que ce soit l'ufologie ou le parapsychologue J. Dans le paranormal aussi. Sachant qu'il existe quelques émissions comme ça qui passent, mais qui sont plutôt des shows un peu bizarres. On parle d'une enquête et puis hop, on parle, mais ça apporte pas grand-chose, quoi. Après, on a pu, comme dans une certaine époque de la télévision française, dans les années 80, où il y avait des grands débats, tout ça qui se faisait, et on pensait que c'était vraiment un beau début à ce moment-là. On n'a plus tout ça. Mais par rapport à l'ufologie médiatique, parce que là c'est l'ufologie médiatique que tu as mentionné, moi je te parlais surtout de l'ufologie sur le terrain. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est en recherche, en quête donc, de faire plus d'ufologie de terrain? Il y a de moins en moins d'enquêteurs de terrain, et on en parle souvent d'ailleurs. Et on a de plus en plus de gens qui se contentent de faire les enquêtes par le web, et qui ne rencontrent pas le témoin, justement. Et ça, on va perdre plein d'informations à cause de ça. Et ce qu'il faut dire aux gens qui vont écouter ODH TV, c'est que il faut à tout prix s'investir à faire des enquêtes sur le terrain, de rencontrer les témoins ou le témoin. Et comme ça nous permet de faire vraiment la part des choses et de vraiment ressentir ce que le témoin a pu voir ou a pu faire transpirer à travers ses données, ce qu'il exprime. Les différents articles, c'est qui les écrit? C'est des enquêteurs, c'est des présidents d'associations, c'est des ufologues ou qui c'est? Tout le monde peut envoyer un article à LDLN? Tout le monde peut envoyer des articles à LDLN, tout le monde. De toute façon, moi, je les retape derrière parce qu'en fin de compte, on n'a pas toujours les mêmes logiciels. Sachant qu'après, voilà, tout le monde peut écrire dans la revue et ils sont les bienvenus justement pour écrire, quel que soit ce qu'il veut faire passer comme message, ce qu'il souhaite faire passer comme message. Comme je te disais, nous on est là pour informer. Parlons de Sylvain Matisse, un petit peu, comme ça il sera content, Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour mon Sylvain. Comment ça au Creusot? Donc Sylvain Matisse c'est aussi enquêteur pour le MUFON France. Donc après, bon, il est aussi auteur de nombreux blogs, dont Investigation océanographique Ioanni, Investigation UFO et Sciences, à l'époque la médiathèque de l'UFO, Paranormal à la Une, et bien d'autres. Il aime bien les blogs. Voilà. Donc Sylvain que je connais de l'époque sur ICAT, l'ancienne époque des grandes veillées.
Qu'est-ce que tu penses de ces recherches par rapport aux ONI? Est-ce que tu penses qu'on n'en parle pas assez des ONI en France? Ben là, ça commence à sortir. En fin de compte, ça croire que les ufologues se sont aperçus que maintenant que la planète Terre est plus concernée par ce qui est océan et mer et compagnie que par tout ce qui est terrestre. Et souvent, on a énormément d'observations qui se passent au-dessus d'un milieu aquatique ou dans un milieu aquatique que ce qui se passe dans le ciel. Et j'ai lu un article il n'y a pas très très longtemps d'une personne qui justement faisait le lien avec tout ce qui était les OANI et qui expliquait qu'en fin de compte c'était la meilleure façon de passer discrètement dans notre espace en étant dans les fonds marins. Parce que vu qu'on a un peu de difficulté à aller visiter ce genre de fonds marins, c'est beaucoup plus facile de se faire des observations dans le ciel que de faire des observations au fond de l'eau. Et le travail de Sylvain, d'ailleurs, qui a beaucoup de... Ça fait déjà 6 numéros de suite où il écrit des articles sur les OANI. Il y a un travail de fond qui est super important, d'information justement par rapport à tout ça. Et j'espère qu'il va continuer à travailler encore là-dessus longtemps. Et d'ailleurs, c'est maintenant lui, il est le spécialiste accrédité par le MUFON France concernant les OANI. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il est plutôt usologue? Oula, ça c'est une expression américaine. Ouais. C'est UFO, c'est là c'est Unidentified Submarine Object. Non, parce que Sylvain, en fin de compte, il s'intéresse aussi à tout ce qui se passe un peu dans l'espace, donc forcément, il a une grosse spécialité dans les OANI, mais il continue à s'intéresser à tout ce qui est autour quand même. Donc non, à mon avis non. Peut-être que lui serait plus à même de te répondre à ta question. Ouais, bah quand je le reverrai, je lui poserai. D'ailleurs, je lui avais posé l'année dernière à la salle. Je lui ai demandé, il m'a dit on va pas jouer sur les mots. Ouais. Hein. Ouais. Quoique dernièrement, j'ai vu qu'il y avait un site qui s'intéressait aux OSTNI, les objets souterrains non identifiés. Ouais. Encore un autre truc. Encore un truc de plus. Voilà. Dans les volcans. Tiens, ce dessin me fait penser, excuse-moi, je t'ai interrompu, me fait penser au fameux livre qui avait eu, une fut un temps, un livre d'LDLN, Mystérieuse soucoupe volante. L'année dernière, tu m'en avais parlé d'un futur livre de ce type. Ouais. Est-ce que tu as toujours l'idée en tête? J'ai toujours l'idée en tête et je continue à travailler là-dessus. Alors, ça se fera pas avant 4 ou 5 ans, ça c'est sûr. Et je continue à essayer de voir avec plein d'auteurs s'ils seraient d'accord de faire ce genre de livre à titre gracieux pour LDLN. Et j'ai eu quelques réponses favorables. Donc pour l'instant, c'est pas top secret, mais enfin, je reste discret sur les gens qui ont répondu. Et je pense que ça a bien marché. Ouais. On va pouvoir en sortir un nouveau. Pour rester sur tes projets que tu avais annoncé ou tes idées l'année dernière, la veillée mondiale, ça en est où? Ah bah ça aussi. Ça a été hyper ralenti par le Covid, parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Il n'était pas possible, même si on pouvait le faire de notre balcon ou de notre jardin, ou je ne sais pas d'où, par la fenêtre, des observations. Ça c'est toujours dans ma tête. Et je pense que si le printemps prochain, on pourrait peut-être te lancer ça et relancer ça, si ça fonctionne, relancer ça en été. Faire 2 dates. À des périodes où on peut être dehors sans être gêné ni par le froid, ni par la météo. Parce que je peux te dire qu'il y a une certaine demande d'éveil. Hein. Dernièrement, tu sais, je suis encore dans le groupe Facebook, les archives des opérations sur I4. Et dernièrement, il y a un monsieur qui a contacté disant qu'il n'y avait plus aucun responsable. C'est normal, sur I4 s'arrêtait en août 2017. Et je lui ai dit, écoutez, il y a encore 2 cercles sur I4 qui sont actifs. Il y a le cercle sur I4 de Sylvain Mathis en Saône-et-Loire et le cercle sur I4 de Lyon, avec Rémi Fauchereau. Ouais. Mais il n'y a plus aucun cercle sur I4. C'est tombé à l'eau. Il fait, c'est dommage. Bah oui, c'est dommage. Donc il y a une demande d'éveil. Hein. Ça, je pense que quand les gens... Maintenant c'est fini, mais j'ai toujours peur encore qu'il y ait le couvre-feu. Tu sais. On pouvait faire des veillées 2 jours, par contre. Ouais.
Alors, j'ai tourné les pages de LDLN, comme tu as pu le constater. Je remarque que tu fais aussi de la pub pour de nombreux ouvrages. Mais là, c'est pas une page avec tous les livres sortis. C'est un peu au hasard que tu les mets. Pourquoi ? Non, c'est pas au hasard, c'est lié à l'article. Ce qui est dit à l'article. Ouais, d'accord. Quand ils citent des revues ou quand ils citent des auteurs, j'aime bien mettre au moins un de leurs livres pour expliquer, pour montrer aux gens que voilà, vous pouvez acheter ce genre sur les références, quoi. Les sources même. Ouais, tout à fait. D'accord. Après, il y aura certainement dans les prochains LDLN des pages complètes de livres qui sont sortis. Et ce que j'aimerais aller plus loin, c'est qu'il faudrait que je fasse un comité de lecture de ces livres et qu'on puisse avoir une première critique ou une première page qui explique le contenu du livre. Parce que moi, je ne pourrais pas le faire, je ne pourrais pas lire tous les livres qui sortent. En plus, il y en a pas mal qui sortent en ce moment. Et voilà. Et par rapport au courrier des lecteurs ? Les courriers des lecteurs, ouais. Oui, parce qu'avant, il y avait les courriers des lecteurs de LDLN. Il y avait pas mal d'informations, des fois, dedans. Tout à fait. Et actuellement, on ne reçoit plus beaucoup de courriers. Je reçois beaucoup de... il faut que tu incites les gens. Les gens là, qui écoutent la vidéo. Je pense que... Il faut envoyer des courriers. Il en a besoin, il en demande. Voilà. Des gâteaux aussi, si vous voulez. De manière régulière, on fait appel aux gens pour nous écrire. C'est une bonne chose, ça permet d'entretenir. C'est pas juste un magazine comme ça. C'est vivant. C'est ça. Faut qu'il soit vivant, ouais. Tout à fait. D'accord. Ah oui, ça c'est les revues. Revues et partenaires. Alors, concernant la page revues et partenaires, pourquoi avoir fait cette page mélangeant les deux, revues et partenaires ? Ou les revues partenaires ? Parce que souvent, nos partenaires font partie de revues, surtout, beaucoup. Et je voulais pas faire la différence entre ceux qui nous partagent des articles ou ceux qui nous font un peu de pub et les autres différentes personnes, différents autres groupes qui, eux, participent aussi à la revue et nous font des échanges d'informations. Donc je voulais pas faire de différence. Comme ça, les gens, ils ont directement l'ensemble de... Il y a tous les partenaires dessus ? Non. Non. Il n'y a pas tous les partenaires, il en manque quelques-uns et j'essaie de changer au fur et à mesure tous les... C'est-à-dire que si je devais mettre tous les partenaires de LDLN qui sont avec nous, là, il me faudrait 2 pages. Non, c'est un réel plaisir de te faire de la pub à chaque fois parce que LDLN, c'est quand même le plus vieux magazine journal ufologique de France et qui résiste. Parce qu'il y en a eu plein qui ont disparu de nos magazines. Ufomania, Uranus, il y en a énormément. Est-ce que au sein de LDLN, on peut toujours commander les anciens numéros ? Oui, il me reste encore un peu de stock de disponible. Pas tous les numéros, pas toutes les dates passées, malheureusement. Et même moi, je n'ai pas tous les numéros de LDLN. Je crois que ça commence au numéro 58, donc il m'en manque quelques-uns. Ouais. Mais vous pouvez commander tout ce qui est moderne, en tout cas, depuis que j'ai repris moi, depuis le numéro 428, parce que 427 est épuisé. Depuis le 428, il reste quelques numéros de disponibles. En parlant d'anciens numéros de LDLN, il y a pratiquement tous les numéros depuis le numéro 1 qui sont sur le serveur de l'AFU. Ouais. Est-ce que tu collabores avec l'AFU ? Oui, puisque je leur ai donné l'autorisation de mettre jusqu'au numéro, je crois 240 ou 250, un truc 300, comme ça. Non 300, oui, 300. Et est-ce qu'un jour tu vas leur transmettre les revues Le reste ? Ouais. Au fur et à mesure, que j'aurai plus de stock, et que Joël n'aura plus de stock aussi. Parce que j'ai bien fait la part des choses, c'est que nous, on vit un peu de ça quand même. Il faut que LDLN vive de la vente de numéros. Donc, il ne faut pas trop en laisser en libre service, comme on dit. Il y a déjà assez de choses sur Internet qui sont gratuites. Comme ODH. Enfin, gratuite pour les auditeurs, mais pas pour nous. Hein. Ouais. Je vais le fermer. Hop. En parlant du livre de Ménard, qui est juste en face de nous, pas le vrai, la photocopie, tu l'as lu ? Oui. T'en as pensé quoi ? Moi j'aime bien sa façon d'écrire, donc j'aime bien tout ce qu'il rapporte. Il y a beaucoup d'informations dans tout ce que dit Joël là-dedans. Et c'est un bon livre, très très bon livre. Ouais. Comment ça marche la logistique au sein d'LDLN ?
Question de Gilles Durand. D'accord, de A jusqu'à Z, c'est moi qui fais tout. C'est-à-dire que je m'occupe aussi bien de tout ce qui est administratif, tout ce qui est financier, tout ce qui est de la com à faire avec nos partenaires. Ensuite, je réalise la revue, donc je l'écris, je la mets en forme, je l'amène chez l'imprimeur, je la récupère chez l'imprimeur, je la mets sous enveloppe, je mets les étiquettes, je fais les différents documents qui sont nécessaires pour la poste, pour l'envoyer à l'international, parce que maintenant il faut le faire pour l'envoyer à l'international, il faut faire un truc particulier aussi. Je les amène au centre de tri, et enfin, à partir de là, je peux respirer. Sauf que, comme tu le sais, on a beaucoup de difficultés en ce moment avec la poste, et souvent j'ai des abonnés qui me rappellent pour me dire qu'ils n'ont pas reçu le numéro. Et là, je suis obligé de le renvoyer, ça me coûte encore 4 fois le prix normal d'envoi. Et ça, c'est un peu, ça commence à être un peu énervant, toutes ces disparitions. Au mois de novembre, tu vas te rendre à un événement qui est vraiment un événement ufologique, parce qu'il n'y a jamais eu ça en France. Du moins pour l'ufologie, pour l'insolite et le paranormal, il y a déjà eu. Je pense d'ailleurs au festival de l'insolite, enfin du film insolite à Rennes-le-Château. Tu vas participer au premier festival du court-métrage ufologique à Pérols. Déjà, que penses-tu de l'initiative ? C'est une très bonne initiative. Après, j'ai pas encore le programme complet, j'ai pas encore le rôle qu'on aura chacun au sein du jury. Et après, j'ai pas encore la liste non plus des films qui éventuellement vont passer. À part ça, moi je trouve que c'est une bonne initiative, parce qu'en fin de compte, on va pouvoir voir ou faire connaître au public, parce que je pense qu'on va le faire connaître au public quand même, les différents films et acteurs de la filmographie ufologique. Et on va sortir un peu de ce qu'on appelle le monde hollywoodien, un peu. Et tous ces petits réalisateurs qui jamais n'auraient pu être connus si on n'avait pas pris ce genre d'initiative. Mmh. Donc tu vas y participer, tu vas faire une conférence ? Je fais une conférence le deuxième jour, le 14 novembre, d'1 heure, où là je vais parler donc de LDLN, je vais parler de quelques cas, je pense aussi, et après je vais laisser le public me poser des questions, un peu comme tu le fais. De toute façon, je te reverrai à cet événement. Quels sont tes projets pour l'année 2022 ? Mes projets. En ufologie. Hein. Ouais, bien sûr. Pouvoir me rendre dans de plus en plus de conférences. Faire un peu plus de conférences aussi au niveau de la radio. Voilà. Et peut-être essayer de me rapprocher un peu plus de tout ce qui est de la télévision française, là. Pour pouvoir montrer qu'il existe des ufologues qui travaillent. Et malgré le fait que je suis un peu prudent quand même, parce que souvent la télévision française nous prend un peu pour des idiots. Mais on va croiser les doigts, on va voir si les gens changent un peu de fusil d'épaule. Est-ce que tu aurais un dernier message ou un message pour les ODF ? Oui, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. Parce que si, alors je le répète de manière régulière à chaque fois, s'il n'y a plus personne qui réalise de revues, s'il n'y a plus personne qui peut vivre un petit peu, alors c'est un grand mot parce qu'en fin de compte, en ufologie, on sort plus d'argent qu'on en gagne. S'il n'y a plus personne qui réalise de livres, il n'y aura pas d'information qui va remonter et il n'y aura plus d'enquêteurs de terrain. Et ce qui fait qu'on n'aura plus que des fake news ou alors des émissions un peu bizarres qui seront effectuées. Donc abonnez-vous à LDLN ou à d'autres mainstream, on dit. D'accord. Quel commentaire aurais-tu à faire par rapport à cette nouvelle interview ? Quel commentaire j'aurais à faire à cette nouvelle interview ? Que tu es beaucoup présent quand même, que tu passes beaucoup de temps à interroger les gens, et que ODH TV, j'espère, restera dans l'histoire de l'ufologie, et que dans les archives
quand ça ressortira, on reconnaîtra enfin ton travail réalisé. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent tout ce que tu es en train de faire. Et j'espère bien que dans le futur, tout ça va apporter énormément de connaissances à tous les gens qui rentreront dans l'ufologie. C'est le but. Voilà, c'est le but. Et ça laissera quelques images de moi aussi quand même. Quand j'étais plus jeune. Voilà, à l'époque où quand je regarderai ça, on me dira papy, tu te rappelles? Il y aura une nouvelle émission, rappelle-toi, tu sais. Ou souviens-toi l'été dernier. Bah écoute Jean-Louis, je te remercie pour cette nouvelle interview. Merci. Merci à toi aussi. Merci pour l'avant aussi, interview qui était plaisant. Petit clin d'œil à Rémi Fauchereau, qui se reconnaîtra. Bonjour Rémi, puis Nabila te fait des bisous. Voilà, tout à fait. Triangle rose aussi. Le triangle rose aussi, ouais. Et puis bah, je te souhaite une bonne continuation dans LDLN. Continue, ne lâche rien. Je me rappelle encore ce que tu m'avais dit l'année dernière, même si tu as 5 abonnés, tu continueras. Tout à fait. Et ça me démontre que tu cherches pas à la gloire, Bah non. contrairement à d'autres. Ouais. Et donc bah, je te dis rendez-vous en novembre. Et puis sinon, bonsoir à toi. Bonne soirée. Ciao. Ciao.